Bon, bah, il est l'heure, on va démarrer, hein. Donc déjà, bah, bonjour à toutes et à tous d'être là ce jeudi pour parler un petit peu vidéo et trucs et astuces, ou en tout cas mes trucs et astuces en vidéo. Donc bah, je vais commencer déjà par m'assurer que vous ayez tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc on l'a un petit peu vu tout à l'heure pour les premiers arrivants, on a eu un petit problème de micro, donc cette fois je vous invite à allumer ou tout simplement augmenter le volume de vos enceintes parce qu'actuellement je suis en train de parler. Donc normalement tout à l'heure il y a des personnes qui m'ont répondu qui m'entendaient bien. Je repose pas forcément la question. Voilà, maintenant si vous voulez rajouter un petit oui pour me dire que tout le monde va bien, c'est au top. Moi, ça me permet d'être sûr que tout le monde peut profiter de la conférence pleinement. On va parler de trucs et astuces. Qui dit trucs et astuces dit prendre des notes. Donc voilà, moi je vous invite à prendre un petit stylo, un petit papier. On va parler un peu de technique. Donc voilà, ça vous permettra de revenir plus tard sur vos notes. Donc, euh, donc, hésitez pas, prenez des notes, profitez-en. Normalement, pour ceux qui ont suivi mes derniers webinaires, cette fois, je l'enregistre complètement, en espérant que le logiciel ne tombe pas en panne comme la dernière fois au moment où on a fait mis fin à la conférence. Donc voilà, la session est normalement enregistrée. J'espère pouvoir vous la mettre à disposition plus tard. Mais cette fois, j'espère que ça va marcher. Autre chose, on va prendre une petite bouteille d'eau. Moi, j'ai un petit verre d'eau ici, une petite bouteille d'eau, un petit moyen de se rafraîchir, de l'eau ou autre chose. Il y a pas de... avec modération bien sûr, mais voilà. Donc, on prend une petite bouteille d'eau. Vu qu'on va quand même parler un peu de technique, on va essayer de se concentrer un minimum. Donc, je vous invite à éteindre portable, télévision, radio. Comme ça, on voit pas les petites notifications SMS, les petits mails. On peut se couper un peu de notre smartphone pendant les quelques heures qui arrivent, parce qu'on va quand même passer normalement là, vous m'avez posé la question, on va passer 1 heure et demie à 2 heures ensemble. J'espère que ça sera aussi agréable pour vous que pour moi. Donc voilà, on coupe un peu toutes sources de distraction. On peut aussi éteindre les enfants qui sont à côté de vous si vous en avez, si possible en tout cas. Pour que le son et l'image soient au niveau qualité le mieux que l'on peut avoir, bah, je vous invite à éteindre tout simplement tout ce qui va prendre de la bande passante. Alors tout ce qui est téléchargement évidemment, Skype, si vous l'avez, qui prend un peu de ressources quand même. Voilà, donc toutes, euh, toutes choses qui n'ont pas besoin de tourner sur votre PC, en tout cas pour l'heure et demie qui arrive, éteignez-les, ça vous garantit de ne pas avoir ma voix de façon assurée. Et pour les personnes qui me posent la question sur le son, alors c'est normal que vous ne puissiez pas parler. Vous êtes quand même nombreux. Ça pourrait faire un peu cacophonie si tout le monde avait son micro d'ouvert. Donc voilà. Ce qui va se passer, c'est que dans cette présentation, on va avoir des sessions de questions-réponses. Donc, comme pour les personnes qui me répondent oui ou qui me posent déjà des questions sur les sujets qu'on va aborder ce soir, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je ferai mon maximum pour y répondre, ou en tout cas le plus rapidement possible et le mieux que je peux. Donc déjà, je vais me présenter un petit peu. Alors, je sais encore une fois que ce soir, il y a des gens qui me connaissent parce qu'ils assistent déjà à des webinaires que je fais pour des marques d'appareils. Donc moi, qui je suis, bah, c'est moi. Donc c'est moi en tournage là pour le coup. Donc je suis Guillaume Manceron, je suis photographe et vidéaste depuis maintenant 10 ans. Je suis vraiment un amoureux de l'image au sens large, donc ça va être aussi bien de la photo, aussi bien de la vidéo. Il faut, voilà, moi j'adore l'image, j'adore ce qu'on peut capturer, j'adore ramener des souvenirs aussi. Je pense comme vous, hein, j'aime bien ramener des belles photos à la maison ou des belles vidéos. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Moi j'adore la photo et c'est vraiment maintenant deux passions. Et du coup, d'avancer là-dedans, j'ai ouvert un premier site qui s'appelle photopassion.fr, donc que j'ai ouvert aux alentours de 2006, qui à la base était destiné à ma famille en fait au tout départ. Ça me permettait de partager mes photos perso. Et puis de fil en aiguille, à l'époque, en 2006, il n'y avait pas beaucoup de blogs photos comme aujourd'hui, il peut y en avoir énormément. Et donc du coup, j'ai ouvert ce truc-là et j'ai commencé à parler d'actu, à faire des tutos, à parler un peu de comment on cadre. Euh, donc, euh, Donc voilà, j'ai lancé mon premier site Photopassion en 2006. Et bah, oula, ça fait bip. En 2012, j'ai lancé GoPro FR.
Alors ça, pour le coup, c'est parce que je suis tombé amoureux de cette caméra en fait. Je suis tombé amoureux de cette caméra pas tant pour ce qu'elle me permet de faire, c'est-à-dire que moi je suis pas un grand snowboarder, je suis pas un grand fan de sport extrême. Je fais un peu de saut en parachute pour ceux qui le savent. Mais voilà, la caméra, la GoPro m'a plu parce qu'elle était un petite, elle proposait des qualités à l'époque qui étaient au top. Alors ça change un petit peu en ce moment, mais la caméra GoPro me permettait d'avoir quelque chose de compact, quelque chose de rapide en termes de vitesse, et surtout quelque chose d'extrêmement en haute définition pour un prix qui restait raisonnable, parce que moi j'ai commencé avec la GoPro Hero 2, et maintenant bah, on a la Hero 3 Plus, la Hero 3 Plus Black, donc voilà, donc c'est un petit forum qui avance doucement, et puis bah, c'est un endroit où on est heureux de partager, on doit être 10 000 maintenant, à peu près 10 000 membres. Et voilà, on partage des astuces, des solutions, des comment on monte une vidéo, comment on peut la truquer aussi. Donc voilà, c'est un endroit de partage plus qu'un blog. Et ça, c'est ce que j'ai lancé en 2012. Et aujourd'hui, on est tous là pour parler alors, 3 conseils malins pour économiser de l'argent en vidéo. Alors aujourd'hui, force est de constater que si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez la vidéo et ben que ça coûte un peu d'argent quand même. Il faut un téléphone par exemple pour filmer, il faut aussi peut-être un réflexe, il faut une caméra numérique, il faut différents accessoires qui sont coûteux. Et moi aujourd'hui je vais essayer de vous donner 3 petites astuces que à titre perso j'utilise, qui m'ont pas mal servi quand j'ai commencé la vidéo, mais ça m'a permis d'avancer à moindre coût ou en tout cas à un coût maîtrisé. Donc c'est ce que je vous disais, la vidéo c'est une passion onéreuse. Ouais, ça coûte cher. Parce qu'il faut une caméra, donc ça peut être un smartphone, ça peut être un DSLR, donc un réflexe numérique, ça peut être une caméra GoPro par exemple. Il vous faut un moyen de stabiliser parce que vous verrez que dans le temps, quand vous commencerez à faire de la vidéo, bah, votre corps humain il est fait pour tenir un appareil photo, prendre des photos, il est moins fait pour faire de la vidéo. Hein, quand on se contracte un peu sur l'appareil, on a tendance à trembler et ça, c'est juste pas joli en vidéo. Ensuite, il y a la gestion de la lumière. Alors, pour ceux qui travaillent uniquement en extérieur, on va avoir de la lumière naturelle. Et à l'inverse, ceux qui veulent travailler un peu en intérieur vont avoir de la lumière artificielle. Et c'est celle-là qui coûte cher parce qu'elle n'est pas gratuite. Il faut acheter des lampes, il faut acheter des trépieds, il faut acheter des softbox. Donc tout ça, ça coûte cher. Après, il faut du son parce que malheureusement, bah, une vidéo sans son, c'est un peu plat. Ça donne pas d'émotion, par exemple. Donc voilà, il faut du son, il faut pouvoir enregistrer du son de différentes natures. Mais il faut pouvoir avoir un moyen, soit un micro externe, soit un petit enregistreur Zoom par exemple. Il faut différents équipements de son pour avoir un son de qualité. Après, on va avoir différents accessoires, ça peut être les filtres par exemple, pour pas avoir de reflets. Si vous êtes un tout petit peu photographe, vous avez peut-être des filtres, soit pour protéger votre lentille d'objectif par exemple, soit carrément des filtres neutres ou des filtres gris pour venir soit baisser un peu le contraste ou avoir moins de lumière qui rentre sur votre objectif et sur votre capteur. Et ensuite, eh ben, une vidéo, faut la monter. Comme pour un traitement photo, par exemple, il faut monter sa vidéo. Et ça, il y a différents logiciels. Les plus chers sont pas forcément les meilleurs, ou en tout cas les plus pratiques. Et à l'inverse, eh ben, les logiciels à 40, 50 euros font des choses magnifiques. Et il faut arrêter un peu j'allais dire, de vouloir déballer le plus beau matos. Les logiciels de montage, il y en a des très bien, et il y en a des très bien à petit prix pour faire des montages de très bonne qualité. Et ensuite, bah, pour faire un montage, il faut un ordinateur et un espace de stockage. Parce que la vidéo, surtout maintenant, ça prend énormément de bande passante en termes d'espace disque, en termes de stockage sur un NAS, par exemple, un serveur externe. Voilà. Il faut pouvoir stocker ces vidéos, qu'elles soient montées, c'est-à-dire un beau film que vous avez fait de votre voyage, ou à l'inverse, tout simplement, bah, vous êtes revenu de votre voyage, vous ne l'avez pas encore monté, donc vous avez peut-être 10 heures d'enregistrement à stocker, et ça coûte cher. Alors concrètement, aujourd'hui, la question qu'on me pose souvent, et c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser un petit peu ce petit lieu de rencontre, c'est comment on peut faire des économies sans dégrader la qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de filmer
avec une caméra de... Alors, quand je dis mauvaise qualité, j'entends pas des caméras à bas prix. Il y a des caméras qui sont très abordables et qui font des très belles choses. Un smartphone, moi je fais beaucoup de vidéos au smartphone, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel à 1000, 2000 euros, voire 700 euros. Il y a des trucs très bien à 250, 350, 450 euros. Il y a des trucs qui marchent très bien et qui font le boulot que vous leur demandez. Aujourd'hui, il n'y a pas une caméra qui filme pas en Full HD. Voilà, faut se le dire. Ça sert à rien de se raconter des histoires. Une caméra de bonne qualité, bah, c'est une caméra qui filme en Full HD. Et aujourd'hui, un smartphone, ça filme en Full HD. Une caméra achetée sur eBay, ça filme en Full HD. Après, ça dépend un peu de ce que vous voulez, dans quelles conditions vous voulez filmer. Donc concrètement, comment on fait des économies? Eh ben, je vais essayer de vous donner moi 3 pistes que j'applique à titre perso, euh, parce que c'est pareil, ça sert à rien de dépenser plein d'argent pour de l'équipement qu'on peut avoir à un coût raisonnable. Premier accessoire qu'on a besoin, c'est une carte mémoire. Et ça, on m'en parle souvent. Guillaume, qu'est-ce que je dois acheter comme carte mémoire? Voilà, j'ai un Sony, j'ai du Canon, comment et quelle carte mémoire j'achète? Et ben moi j'ai un conseil qui est très simple et malheureusement on a un peu tendance à l'oublier en France. Que privilégier au moment de l'achat d'une carte mémoire? Est-ce que c'est sa taille? Est-ce qu'on veut du 64 Go, du 120 Go, du 128 pardon? Est-ce qu'on veut du 32, du 16, du 8? Concrètement, qu'est-ce qu'on veut comme taille de carte mémoire? Est-ce qu'on veut de la vitesse, très rapide, moyennement rapide, plutôt lent, parce qu'on n'a pas besoin de la haute vitesse? Son prix, forcément, ça a un coût. Une carte mémoire qui fait 128 Go, bah, ça a un coût. C'est pas anodin en plus comme coût pour 128 Go, hein. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe si demain vous avez une carte qui, qui est défaillante ou qui tout simplement perdue? Vous êtes en voyage, terrasse un café, vous changez un peu de, vous revoyez un peu votre matos, votre matériel, vous vérifiez que tout va bien, que vous avez assez de batterie, vous sortez la carte mémoire, vous décidez de la changer, vous la laissez sur la table du bar par exemple, ou de la terrasse, et puis vous repartez, puis bah, vous avez oublié votre carte mémoire. Alors pour ceux qui l'ont senti, ça sent un petit peu le vécu, hein. Ça m'est déjà arrivé ce genre de choses-là. Une carte mémoire qui est perdue, ça arrive tout le temps. C'est tellement petit maintenant, on le glisse dans la poche, on est un peu pressé, on voit un truc sympa à filmer, on range la carte, on change, puis juste après on sort le téléphone et la carte elle reste accrochée au téléphone. Donc voilà, concrètement, comment on choisit sa carte mémoire? Je vais vous donner un petit exemple, et ça aujourd'hui j'en vois beaucoup qui font ça, c'est qu'ils vont acheter une carte de 128 Go et qui investissent 120 euros et qui en restent là. Voilà. C'est très bien, vous avez une très jolie carte de stockage, toutes mes félicitations. Vous avez investi à un prix qui reste raisonnable, 120 euros c'est pour 128 Go finalement en compact flash ou en SSD, c'est plutôt raisonnable. Vous avez mis toutes vos vidéos dessus, c'est-à-dire que vous êtes parti au ski, là, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui reviennent du ski ou qui reviennent d'un voyage, vous avez toutes vos vidéos dessus, c'est génial. Pour stocker, vous n'avez pas besoin de plus que ça. C'est cool. Maintenant, vous perdez la carte, c'est-à-dire que l'intégralité de vos vidéos de voyage sont perdues. Vous n'avez plus aucun moyen ou plus aucun souvenir de votre voyage, sauf celui que vous avez dans la tête. Ensuite, vous perdez quand même 120 euros. C'est pas forcément super agréable par les temps qui courent. Vous perdez l'intégralité de vos vidéos, et ça, je pense que personnellement, c'est ce qu'il y a de pire. Et si vous êtes en prestation, c'est-à-dire que vous avez décidé de faire un reportage, ne serait-ce qu'un mariage pour une amie, vous avez une carte mémoire de 128 Go et bah, vous la perdez au cocktail. Vous avez plus les vidéos de son mariage. Après, il y a l'autre possibilité, défaillance de la carte. Ça arrive souvent, faut pas non plus se mentir. Première chose à faire, c'est arrêter d'utiliser. On a peut-être une chance de sauver la donnée ou les données qui sont dessus. Donc on a peut-être une chance de ramener un petit bout du voyage qu'on a fait, moyennant soit l'achat d'un logiciel qui est pour le coup assez onéreux de sauvegarde de données, soit bah, on va essayer de le sauvegarder comme on peut en espérant et en croisant les doigts très fort qu'arrivé à la maison, quand on la met dans le lecteur, elle soit détectée. Et bah, si vous avez qu'une seule carte, est-ce que vous avez une autre carte avec vous? Vous êtes parti, je sais pas moi, vous êtes parti en plein haut du Mont Blanc, vous faites des magnifiques vidéos et puis bah, elle tombe en panne parce qu'elle n'a pas supporté le froid. Comment vous faites pour continuer votre tournage? Vous êtes un tout petit peu seul en haut, il y a rarement une Fnac en haut du Mont Blanc.
vous ne pouvez plus finir de filmer votre séquence et vous ne pouvez plus, euh, j'ai envie de dire, profiter de votre fin de séjour. Et je peux vous garantir que c'est ce genre de scénario qui peut favoriser une mauvaise journée, concrètement. Donc, comment on peut essayer de répondre à ça? Et bien moi, ce que je réponds, c'est privilégier les cartes mémoire de petite capacité. Je préfère 100 fois qu'une personne vienne avec 5 cartes de 8 Go par exemple, qui fait quand même quelques heures d'enregistrement, que une de 128. Bon, belle carte, mais malheureusement, si elle tombe en panne, il ne se passera plus rien pour lui, ni pour vous d'ailleurs, si vous n'avez plus moyen de stocker. Donc, premier conseil du soir, privilégiez les cartes mémoire de petite capacité. Avantage, ça minimise les conséquences. Vous perdez une carte mémoire de 8 Go, ça doit coûter 30 euros, je crois que j'ai mis les prix après. Euh, et vous pouvez, bah voilà, une carte mémoire qui tombe en panne, ça arrive. Elle est plus lue par le boîtier, mais elle est lue par ordinateur, ou elle est lue par ordinateur, mais plus par le boîtier. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un stock de rechange pour ne pas avoir de soucis en haut de notre fameux Mont Blanc. Petit exemple, une carte SD, donc les petits formats, les formats les plus communs qu'on va aujourd'hui utiliser. J'ai pris une vitesse moyenne de 400x. En vidéo, j'estime que ça suffit plus ou moins. Une carte de 128 Go, donc on l'a vu, ça fait 120 euros et ça fait 17 heures d'enregistrement. Alors c'est à peu près, j'ai pris une résolution moyenne de 1080p, 30 images par seconde. Voilà. Donc ça nous donne 17 heures d'enregistrement, ce qui est colossal. Vous avez largement de quoi voir venir. Donc ça fait 120 euros. Ensuite, on va avoir une carte de 64 Go. On commence à diviser par deux. On a 8h30 d'enregistrement. Alors, j'ai divisé plus ou moins par deux, ce qui ça peut être un petit peu plus en fonction de la qualité de votre carte. On descend à 60 euros. Donc déjà, si on la perd, on ne perd que 60 euros. Autre exemple, une carte de 32 Go. À titre perso, c'est peut-être une des cartes que je vais préférer aussi. On a une bonne capacité, on peut partir un peu longtemps. On est plutôt tranquille niveau temps d'enregistrement parce qu'on a 4h20 d'enregistrement. 4h20 d'enregistrement, pour arriver à le saturer, il faut bien quelques heures de batterie déjà derrière. Donc voilà, on peut partir tranquillement en balade, en randonnée, en excursion. 4h20, c'est pas mal. Ça coûte 30 euros aujourd'hui. Alors pour le coup, les prix, je les ai pris ce matin. Donc voilà, on est au prix du jour, entre guillemets. On est à la cote, on est à la bourse du jour des cartes SD. Donc voilà, 30 euros, 4h20, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon compromis. Format de carte de 16 Go, ça c'est quand je sais que je vais pas partir toute la journée. Je pars une demi-journée en voyage, en tournage, j'ai pas besoin d'une énorme capacité de stockage, il faut. Quand on fait de la vidéo, on fait pas des heures d'enregistrement coup sur coup, hein. On tient pas 2 heures sa caméra sur un trépied en attendant derrière. Pour plusieurs raisons, déjà ça fatigue un peu et puis ça a pas grand intérêt après. Donc une carte de 16 Go, ça va vous donner 2 heures d'enregistrement. C'est plutôt pas mal. Et on va avoir pour 20 euros. On est à 20 euros pour 16 Go. Donc c'est plutôt sympa. Et ça, je trouve que c'est une bonne carte pour, voilà, on sait qu'on part une demi-journée en randonnée, en voyage. On sait qu'on part une demi-journée en ski. 2 heures d'enregistrement. On est plutôt tranquille et on a de quoi voir venir. Voilà. Après, au bémol près qu'entre les deux, eh ben, il faut quand même en avoir une petite deuxième, on sait jamais si on revient pas à la maison tout simplement. Si vous ne revenez pas chez vous, bah, hop, on sort une deuxième petite carte de 16, on est tranquille, il n'y a pas de risque, on peut continuer à filmer magnifique voyage. Voilà, donc ça c'était le premier conseil. Je vous donne quand même un petit exemple de ce qu'on peut faire avec 120 euros. Donc, vous avez 4 cartes de 32 Go. On est bien au niveau terme d'enregistrement. Donc 4 fois 30 euros, ça fait 120. Du coup, quand vous partez, vous pouvez répartir les rushs. Alors, les rushs, c'est vos vidéos non montées. Parce que le terme rush, c'est les vidéos non montées. C'est brut de caméra. Vous pouvez répartir vos vidéos sur différentes cartes sans souci. C'est-à-dire, vous pouvez mettre un petit bout du voyage, un petit bout de la journée avec les enfants au parc, un parc d'attractions. Voilà, vous pouvez dispatcher un petit peu vos vidéos sur différentes cartes.
Après, attention, différentes cartes veut dire bien distinguer les cartes qui sont vierges et celles qui sont utilisées. Ce serait quand même dommage de mettre une carte qui est pleine alors que vous avez peut-être loupé l'action qui a fait la différence. Maintenant, si vous perdez une de ces cartes, ça peut arriver, c'est ce que je vous disais, elle est accrochée au téléphone, elle est collée au téléphone, vous la sortez et elle tombe. Et c'est pas quelque chose qui s'entend quand ça tombe. Finalement, vous perdez que 30 euros. C'est quand même une petite somme, faut pas non plus se mentir, mais c'est moins que 120 euros. Vous ne perdez qu'une partie de vos rushs. Ça, c'est quand même super intéressant. Ensuite, si votre carte est défaillante, bah pareil, vous ne perdez que 30 euros. Idem, il faut aussi l'arrêter de l'utiliser, c'est pas la question. On peut espérer récupérer quelques données dessus. Mais c'est surtout que vous avez d'autres cartes mémoire. Vous avez un autre moyen d'enregistrer vos vidéos. Vous avez encore un autre moyen de ramener des souvenirs. Vous avez encore un autre moyen de pouvoir conserver un souvenir de votre voyage ou de vos vacances. Il faut avoir plusieurs cartes de différentes capacités dans votre petite valise à matériel derrière. Un conseil alors, je vous donne un conseil qui est un conseil sans... enfin, je tiens à ce truc-là, mais au petit bémol près, c'est que j'ai mis moins de défaillance. C'est vrai, d'accord? Une carte de marque a moins de défaillance. J'ai un peu étudié l'électronique avec certains fabricants. À l'intérieur des composants, il y a quand même une différence de qualité, en termes de la qualité de la mémoire qu'ils mettent dedans. Maintenant, moins de défaillance ne veut pas dire pas de défaillance. Je suis pas en train de vous vendre une marque, et je ne vous vendrai pas de marque ce soir. Moins de défaillance, ça ne veut pas dire pas de défaillance. Faites attention quand vous faites un choix. Faut savoir qu'une marque, entre guillemets, une grande marque a moins de soucis qu'une petite marque, ou en tout cas une carte de moins bonne qualité. Une carte à 8 euros, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vous fasse des miracles. Il ne faut pas non plus attendre beaucoup de ces cartes-là. Avoir plusieurs marques, et ça complètement. Si certains d'entre vous sont possesseurs de GoPro ce soir, vous savez très bien qu'il y a des marques qui marchent sans souci, et puis il y en a d'autres qui marchent pas du tout. Et ça, c'est un problème qui n'est pas visible que sur les GoPro. Alors les GoPro, ça s'est vu parce que il n'y avait pas beaucoup de marques qui étaient partenaires de la marque au départ. Mais en tout cas, une carte qui passe très bien dans un réflexe vidéo Nikon ne pourra peut-être pas passer dans un réflexe Canon. D'accord? Les lecteurs qui mettent dedans ne sont pas tous les mêmes avec les marques. Donc voilà, plusieurs marques, plusieurs capacités. Avec ça, vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas avoir de mauvaises surprises. Donc c'est ce que je vous disais, certains appareils n'aiment pas certaines marques, et je prends principalement l'exemple de GoPro, parce que moi ça me concerne régulièrement sur le forum. Les gens viennent et ne savent pas pourquoi une carte qu'ils avaient achetée ne fonctionne pas avec leur GoPro, alors qu'elle fonctionne très bien avec une autre caméra. C'est juste que les boîtiers en tout cas utilisés pour stocker les cartes dans les appareils, sont pas toutes de la même qualité. Et en plus, c'est plus facile de distinguer une carte. Par exemple, je sais pas si vous avez une PNY, une carte PNY, une carte Lexar à côté, et puis on va pas faire de jaloux une carte SanDisk, vous savez très bien les différencier. Il y a 3 couleurs différentes dessus. Pas besoin de coller un post-it ou quelque chose. Vous savez les différencier tout de suite. Deuxième conseil, et ça, vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre. Autant tout à l'heure, je parlais un peu du no-name pour les cartes et j'étais pas forcément un grand fan. Vous allez voir que pour les batteries, je suis un grand fan. Les batteries, que privilégiez-vous au moment de l'achat d'une batterie? La marque, qualité de stockage, combien de temps elle met pour charger, et est-ce qu'elle est durable dans le temps? En général, c'est ça, les choses auxquelles on va faire attention. Donc la marque, évidemment, est-ce que c'est une marque ou pas? Le nombre, est-ce que je veux une, deux, trois, quatre, cinq batteries? Est-ce que je pars 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures en tournage? Est-ce que je pars en donner une, deux, trois, quatre? Combien de batteries il vous faut pour couvrir en général vos voyages? Et toujours pareil, qu'est-ce qui se passe si une batterie est défaillante? Vous êtes encore une fois en haut du Mont Blanc, qu'est-ce que vous faites avec votre belle batterie de constructeur et elle est toute seule, elle marche plus. Et puis avant de partir en voyage, je vous ai dit non, c'est pas vraiment nécessaire d'acheter une deuxième batterie, puis ça coûte cher une batterie de marque en plus, donc je peux peut-être m'en passer.
Et ben moi aujourd'hui je vais vous donner un conseil qui va peut-être vous surprendre, vous verrez tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle est la durée moyenne d'une batterie lors d'une utilisation vidéo? Alors on va faire un petit jeu, on va prendre 3 secondes, je vais vous poser la question et puis on va se servir un peu de l'interface là. Vous allez me répondre dans les questions. À votre avis, alors on va dire une batterie de caméra, je sais pas moi, allez, ça parle à tout le monde, ça, un réflexe. On va parler d'une caméra de réflexe. À votre avis, combien de temps une caméra, une batterie Canon par exemple, sur un 5D Mark III va durer pour de la vidéo? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de jouer le jeu et de me répondre? C'est juste un jeu, il n'y a pas de note à la fin, hein. Alors, je viens de voir que certains m'avaient dit qu'il y avait un petit peu un problème de son. Je vais le régler tout de suite. Et je vous laisse quand même continuer à jouer avec mes petites questions. J'ai vu que certains d'entre vous avaient répondu, donc je vais tout de suite vous reprendre. J'augmente juste le son de mon ordinateur. Est-ce que c'est un peu mieux? Ouais. Ah, nickel le son. Pour moi, c'est nickel. Ok, c'est cool. Pardon, c'est top. Merci. Alors, donc, il y en a qui ont joué. Ouais, il y a des très très bonnes réponses. Il y a des très très bonnes réponses. Donc, principalement, ouais, alors voilà, il y en a qui parlent en termes de. Et c'est intéressant ça, et c'est ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui parlent en termes de déclenchement et de durée. Ouais, alors voilà, la bonne réponse en général aujourd'hui, c'est 1 heure à 1h30. Aujourd'hui, une caméra de réflexe, un DSLR qui filme, va filmer 1 heure, 1h30, pas plus. Alors j'ai pris l'exemple de Canon. À titre perso, je suis plus sur du Nikon, et allez pas acheter du Nikon demain, hein. Mais voilà, voilà, c'est plutôt 1h30, 1 heure, 1h30, et à température ambiante. Je prends un exemple. Alors, si tu veux, on n'a pas eu très froid en France, mais je sais qu'il y a nos amis canadiens qui sont là ce soir, et quand on est dans le froid, la batterie, la chute de charge est colossale. Euh, je discutais bon, avec un photographe très connu de la nature qui a fait un livre magnifique sur les loups au pôle. Euh, Son appareil photo, quand il sortait de l'igloo, durait. Alors je crois qu'il me rappelait, il me disait que ça durait 2 déclenchements. Donc vous imaginez 10 photos, voilà, 10 photos, il sortait de la tente, 10 photos et il rentrait. Et plus de batterie. Tellement le boîtier avait froid, et je vous garantis qu'il partait pas avec, j'ai envie de dire, une caméra de mauvaise qualité, il parlait avec un gros DSLR, et il faisait 10 photos, il rentrait, il n'y avait plus de batterie dans le boîtier. Donc voilà, une batterie de réflexe alors une caméra numérique va être un tout petit peu plus longue, va durer 2 heures, 2 heures et demie, mais en tout cas, la moyenne c'est 1h30. Et dépassé ce temps-là, vous n'avez plus rien, c'est-à-dire vous faites plus de photos, vous faites plus de vidéos, vous n'avez plus de son. Vous êtes complètement seul, et votre caméra est devenue complètement inerte. Donc voilà, merci d'avoir répondu en tout cas pour les gens qui ont joué le jeu, et ça c'est cool. Donc concrètement, la caméra, et bah voilà, c'est ce que je vous disais, ça va durer environ 1h30 pour une vidéo de 1080 en 30 images par seconde. FPS, c'est le terme anglais pour images par seconde. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Sauf qu'on a un peu tendance à le laisser allumer sur le côté, ou attaché à la hanse, ou attaché à la lanière. Donc 1h30, ça va très vite. Seule solution, c'est d'avoir plusieurs batteries. Il n'y a pas le choix, vous êtes obligé d'avoir plusieurs batteries pour pouvoir être à l'aise et ne pas avoir à vous soucier de la fameuse jauge qui fait assez peur. Et j'ai remarqué que certains boîtiers maintenant avaient, au bout de 5 minutes, 3 barres, et puis brusquement, ils descendaient à 1 barre. C'est-à-dire que la barre du milieu, on l'a pas vraiment vue, celle-là. Donc voilà, avoir plusieurs batteries est une bonne solution. Du coup, vous serez plus court en termes
de batterie et vous pourrez allonger vos sorties si nécessaire. Il n'y a pas de souci, mais avoir plusieurs batteries. Et, ça va peut-être en surprendre et puis ça va peut-être en déranger, mais c'est un peu comme ça que moi je vois la chose. Pour les batteries, je privilégie les marques no name. Ça va peut-être en surprendre, mais je suis pas un grand fan de mettre une somme certes colossale dans une batterie de constructeur, parce qu'à titre perso, ça m'est jamais arrivé qu'une batterie se mette à prendre feu, ça s'est jamais arrivé que le chargeur se mette à prendre feu. Donc voilà, moi à titre perso, ce soir, si j'avais un conseil à vous donner en plus des cartes SD, c'est acheter des batteries no name. Allez pas vous ruiner en batterie de marque. Et concrètement, pourquoi? Une batterie constructeur, ça vaut 50 euros. Pareil, prix relevé ce matin sur un grand site de vente en ligne. Une batterie no-name, ça va me coûter 16 euros. Si je me débrouille bien, ça va me coûter 16 euros pour deux batteries. Mais ça dépend des promos qu'il y a sur les sites là où je commande. Donc, avec un budget de 100 euros, ce qui est un budget confortable pour de la batterie, on va avoir deux batteries de constructeur. Donc, on va avoir 1h30 x 2, donc 3 heures d'enregistrement. Alors, c'est bien, vous remplissez une petite carte SD, comme on l'a vu tout à l'heure, de 16 Go. Vous êtes plutôt tranquille. Vous pouvez faire une belle demi-journée de randonnée, une belle demi-journée de balade, il n'y a pas de souci. Maintenant, une batterie, il faut la charger quand même, hein. Donc vous rentrez, vous prenez le repas, puis vous rechargez vos accus, et vous êtes sûr que quand vous repartez, vos accus sont pas chargés. Donc vous avez 3 heures de tournage, c'est confortable. Maintenant, si on prend 6 batteries no name, donc 6 batteries à 16 euros, on va avoir environ 9 heures de tournage. Donc 3 fois plus. Alors je pense qu'il y en a qui vont dire c'est pas vrai, les batteries ça dure moins longtemps les no name. Oui, ça dure moins longtemps, c'est vrai. Mais en attendant, j'ai quand même peut-être 8 heures de tournage pour le même prix. Alors qu'avant, j'en avais que 3. Je préfère favoriser le tournage. Donc concrètement, si je pouvais vous donner un conseil ce soir, c'est pas forcément écouter les bruits et en tout cas les gens qui insistent lourdement sur il faut prendre de la marque. Euh, je sais que certains d'entre vous viennent de forums ce soir. Il faut pas insister sur les marques. Les constructeurs no-name font des choses très bien. Pour ceux qui regardent un petit peu l'actualité, à des moments, dans le no-name, euh, c'est un peu les composants des constructeurs quand même, hein. Ou alors c'est un peu les constructeurs qui nous vendent du no-name, mais avec le logo de la marque. Donc voilà, un petit conseil ce soir, favorisez les no-name. Pour ceux qui continueront à regarder le webinaire, j'en parle un petit peu dans le sujet que j'aborde à la fin de ce webinaire. Et maintenant, une batterie no-name, quand vous la perdez, ça vous avez perdu que 16 euros encore une fois. Une batterie de marque, 50 euros, quand on la perd, c'est triste, hein. C'est triste et en plus, on se retrouve un petit peu avec qu'un seul accu. Donc on réduit nos temps de sortie d'autant. Donc on avait 1h30, enfin on avait 3 heures, on en perd une, on n'a plus qu'1h30, donc on filme rien. Avec une batterie no-name, on en perd une, il nous reste 7h50 de tournage à l'aise. Et en plus, si vous débrouillez bien, il vous donne le chargeur et avec le câble qui va bien pour le charger. Et les chargeurs sont normes CE, d'accord? Acheter à l'étranger ne veut pas dire qu'on n'achète pas communauté européenne. En tout cas pour les normes. Donc voilà, deuxième conseil, les batteries, ça sert à rien de dépenser des 1000 et des 100 dans des batteries de marque. Désolé si ce soir, il y a des marques qui sont avec nous. Alors, on va continuer pour le troisième conseil et après on fera une petite pause. Moi je boirai un petit peu d'eau et je vous laisserai me poser vos questions sur ces premiers trucs. Un truc qui m'a marqué moi quand j'ai commencé la vidéo, c'est les objectifs de mon père. Il avait du magnifique matériel, certes un peu vieux, et de quelques années, qui vieillissait au fond du grenier et au fond de la cave. Alors je pense qu'on a tous un peu ça. On a un bon vieux sac photo avec un Nikon ou un Canon de l'ancienne génération. Aujourd'hui les nouveaux produits essaient de se rapprocher de ce design-là, mais on en avait beaucoup dans le garage. On a des superbes optiques, alors elles sont pas motorisées, elles sont pas d'AF, elles sont pas stabilisées, elles sont bien lourdes, pas confortables. Voilà ce que j'entends aujourd'hui sur ces vieux objectifs.
Maintenant, quand on filme avec un réflexe, par exemple, est-ce qu'on a besoin de l'autofocus? Première vue, pas vraiment. L'autofocus fait beaucoup de bruit, on entend dans le micro en général du boîtier utilisé, et puis bah, il est un peu mou du genou, l'autofocus. Et ensuite, est-ce qu'on a besoin de la stabilisation de l'objectif? Pour ceux qui ont peut-être vu la formation que j'anime, la stabilisation est déjà faite par votre trépied. C'est-à-dire que la stabilisation de l'objectif, c'est pas très utile en vidéo. Parce que c'est pas lui qui va compenser vos tremblements que vous avez quand vous vous contractez sur votre appareil photo pensant que c'est une bonne idée pour stabiliser l'image. Donc pourquoi tout simplement ne pas les réutiliser, ces bons vieux objectifs argentiques qui se trouvent au fond du placard de soit d'un membre de la famille, soit tout simplement dans votre garage à vous. Parce qu'aujourd'hui, ces objectifs, et ben, les utiliser, en général, ils sont au fond du grenier, donc ils prennent la poussière, ils peuvent prendre l'humidité, et là évidemment on ne pourra pas faire grand-chose, mais en tout cas, ils sont quelque part. Et un endroit qu'on ne soupçonne pas, c'est les brocantes. Aujourd'hui, il y a des brocantes spéciales pour les photos. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, on la connaît bien. Euh, et après, il y a des brocantes en France. On est un grand pays qui aime faire des brocantes. Et on a des super produits. Des gens qui vendent des, euh, des vieux, euh, des vieux objectifs qu'ils estiment de... Ok, pour eux, ils n'en ont pas besoin. Mais pour vous, ça peut être un bon investissement. Moi, j'en ai encore acheté récemment pour 30 ou 40 euros. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents en brocante et le mettre sur votre DSLR, ça va peut-être vous coûter 20 euros. Pas plus, pas plus, parce qu'il va falloir acheter une petite bague d'adaptation, une bague type M42, euh, et ça va vous permettre de convertir la monture de votre boîtier, par exemple si vous avez un Canon, un Nikon, vous allez pouvoir les convertir en M42. M42, c'est tout simplement un pas de vis. Et vous allez venir visser tout ça sur votre optique et sur votre boîtier et vous allez vous retrouver peut-être avec un 300 mm que vous avez payé, je sais pas, 40-50 euros, la bague M42 qui vaut une vingtaine d'euros, donc pour moins de 100 euros, pour moins de même, pour même, moins, oula, pour même moins de 70 euros, vous avez un couple optique boîtier, euh, donc un boîtier qui vous appartient, et une nouvelle optique 300 mm, c'est pas négligeable quand même, euh, que vous allez pouvoir mettre sur un beau trépied, et vous allez pouvoir faire de la distance, donc peut-être que vous êtes fan de nature, donc vous allez pouvoir faire un peu de balade en forêt. Peut-être pas d'affût avec un 300 mm, mais en tout cas, vous allez pouvoir commencer à ramener des super choses. Et je dis pourquoi pas de l'affût, et je suis idiot pour le coup, parce que si vous utilisez un 300 mm, avec les résolutions qu'on utilise aujourd'hui avec nos vidéos, il est facile de cropper. Il est plus facile de détourer et de capturer une partie de l'image en vidéo qu'en photo. Et vous le verrez peut-être dans la formation que j'anime. Donc voilà, vous avez un bon vieil objectif, il n'y a pas d'AF, il n'y a rien, et une bonne vieille bague M42, une vingtaine d'euros, ça se trouve n'importe où. Les magasins français les vendent à des prix raisonnables, donc profitez-en, et vous avez un super couple pour réaliser vos vidéos à un prix raisonnable. Et en toute honnêteté, je n'utilise maintenant que très peu euh, les objectifs motorisés, tout simplement parce qu'ils font beaucoup de bruit, soit dans le micro de l'appareil, alors quelque chose qu'on peut évidemment supprimer après, c'est pas la question, mais à des moments, ceux qui utilisent par exemple un micro externe sur leur réflexe vont se retrouver avec le bruit de la F, et ça c'est extrêmement désagréable, et c'est extrêmement dur après à supprimer si vous voulez garder le son d'ambiance que vous avez pris avant. Donc voilà, c'était la première partie, et je vois que j'ai bien rempli. On va se faire 10 petites minutes de questions-réponses sur ces trois petits points. Alors, comme tout à l'heure, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, bah allez-y. Alors, je sais que vous m'en avez posé pas mal. Je vais essayer de vous y répondre. Alors, je réponds tout de suite, et c'est pas forcément le truc que je voulais faire. Euh, la formation, alors, j'anime une formation esprit vidéo. Certains d'entre vous le savent, et je vois qu'il y en a qui sont déjà inscrits, et merci d'être là ce soir.
La formation, j'en parle juste à la fin. Voilà, là, j'avais décidé de juste parler des astuces, des trucs que j'utilise. La formation, je préfère plutôt en parler à la fin pour ceux qui sont intéressés. Concrètement, c'est une formation vidéo que j'anime sur Internet. Euh, voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, restez jusqu'à la fin. C'est pas l'idée des questions là pour le moment. Alors, on y va pour les questions. Donnez les sites de vente no-name que tu utilises. Ouais, si vous voulez, pareil, mais je ne peux pas le donner là, vous êtes un peu nombreux. Euh, un des premiers, bah, ça va être Amazon. Un des premiers que j'utilise, c'est Amazon. Amazon vend des produits no-name. Et évidemment, certains ont plus ou moins répondu, oui, j'utilise du eBay. Alors, une question par exemple, là, que valent les batteries eBay? Eh ben, les batteries eBay, c'est un peu les batteries no-name. Elles valent, j'estime moi, pas mieux et pas moins bien, peut-être au bémol près. Alors, il va y avoir des pointilleux toujours qui vont faire des tests colossaux pour nous montrer qu'elles sont moins bien de 10 minutes. Oui, c'est vrai, mais j'ai gagné 3 ans d'enregistrement pour 16 euros. Je suis plutôt content. Euh, Alors, batterie no name, même pour une GoPro. Oui, ça existe, ça existe. Pareil, Amazon, eBay, ça existe et ça marche très bien. Et là, pour le coup, j'en ai une palanquée de toutes les marques no name qui existent et j'ai aucun souci avec. Elles ne m'ont jamais lâché. Et pour le coup, le chargeur qui donne avec, lui au moins, il me dit où j'en suis dans la charge. Voilà. Donc j'utilise des chargeurs aussi qui vont avec les batteries. 6 batteries égale 6 chargeurs. Alors Hervé, pas vraiment. 6 batteries, quand vous avez par exemple une batterie, alors on va prendre un Nikon D800, un Nikon D800, la batterie c'est la même. La batterie est identique. Les points de connexion, si vous vous amusez à retourner vos batteries, vous allez avoir 3 points de connexion. C'est plus, moins et contrôle en fait qu'il y a dessus. Dessus, elle sera compatible pour votre chargeur officiel, parce qu'ils sont pas mieux que les autres, les chargeurs officiels de marque, il faut arrêter. Au pire, au bémol près, qu'ils détruisent plus vite les batteries que certains chargeurs classiques. Mais voilà, 6 batteries ne veut pas dire 6 chargeurs. 6 batteries veut dire un seul chargeur. Par contre, en général, il vous donne un chargeur avec. Bah voilà, vous perdez votre chargeur de main. Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre mon chargeur de réflexe. Et bah j'en ai un autre de no name et ça me pose pas de problème, quoi. Oula, je descends un peu. Alors, la bague M42 est-elle montable sur tous les réflexes, même récents? Oui, autant Canon que Nikon utilisent la même bague depuis des années. Je crois que Nikon utilise depuis plus longtemps la même bague. Canon s'est mis dans la marche quelques années après Nikon, mais on parle de ça il y a 15 ans, hein. Donc oui, une bague M42, ça marche sur tous les boîtiers et même d'origine. Alors bah la pause, on vient de la commencer. Donc voilà. Ouais, alors les questions pour l'information à la fin, je essaye vraiment de laisser à la fin. Je peux pas les faire maintenant en fait, tout simplement. Et après, voilà, je pourrais les retrouver si elles sont importantes pour vous. Euh, Alors la bague oui, donc ça c'est bon. Alors focal fixe. Alors je suis plutôt focal fixe ou zoom. C'est une bonne question. Je suis les deux. J'ai un petit parc d'objectifs fixes qui vont être le 105 mm, qui vont être le 50 mm, un 4. Et j'ai aussi j'ai un beau parc de zoom. En vidéo, on va favoriser plutôt le zoom. Le zoom ne veut pas dire en abuser volontairement. Vous êtes en train de filmer et on va voir juste après dans l'autre partie de trucs et astuces que je vous donne. Le zoom, il faut pas l'utiliser quand on filme ou doucement et il faut savoir maîtriser le zoom. Mais voilà, j'ai deux types d'optiques. Le focal fixe plus quand je veux faire un peu de scène rapprochée, un peu de portrait ou que je veux un peu embellir le visage. Le zoom parce que c'est tout simplement ultra pratique. Voilà, donc si la question d'après c'est quel type de zoom, et ben ça va être un 24-120, ça va être un 70-200 et ça va être une optique qui va vous surprendre, c'est le 18-105. Voilà, je suis pas un... Et oui, moi aussi j'ai du matos pas plus mieux que les autres quoi. Parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment le matos qui fait la vidéo. Alors, je continue à descendre. Non, je remonte en fait. Alors, je crois qu'elle va me plaire cette question.
Avec 6 batteries en rando sur plusieurs jours, quelle est la meilleure solution pour les recharger le soir? Il faut combien de chargeurs? En rando, ça dépend du temps que vous partez. Euh, si vous partez voilà, plusieurs jours, donc si c'est par exemple, alors je vais prendre un exemple très bête qui est le GR20, vous partez 15 jours en rando là-haut, en Corse, vous allez avoir un problème pour recharger vos accus. Aujourd'hui, il y a des chargeurs. Alors moi, ce que je fais, je vous le dis, c'est cadeau bonus ce soir, j'utilise des batteries. Vous savez, on peut acheter carrément des grosses batteries. Alors, deux solutions. Soit je prends, quand je pars en voyage dans des pays un peu reculés, je prends une batterie de voiture. Voilà. Je fais un bidouillage, je démonte la batterie de la voiture, je, et je câble le chargeur dessus, et après je laisse la batterie aux locaux. Ça, ça leur permet de la revendre, voilà. Donc c'est plutôt intéressant pour eux. En rando, pour revenir à la question, je m'étale un peu, vous utilisez tout simplement des grosses batteries. On peut acheter maintenant des grosses batteries, vous savez, où il y a juste deux câbles qui sortent. C'est-à-dire que vous les préchargez avant. Et pour le coup, il faut quelques heures pour les charger, hein. Donc, je vous rappelle, une batterie, on ne la charge pas sans la surveillance, hein. On ne la charge pas la nuit quand on va se coucher. Mais voilà, on prend des grosses batteries de stockage. Il y en a, ça se fait de plus en plus maintenant avec les smartphones qui consomment une demi-centrale nucléaire à chaque fois qu'on les démarre. Euh, ils font des grosses batteries et vous pouvez maintenant leur administrer des câbles pour aller sur des prises classiques. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise. J'utilise des grosses batteries de stockage pour ensuite, en balade, les avoir dans le sac à dos pour quelques jours. Maintenant, attention à votre dos, ça fait quand même quelques kilos, quoi, hein. Eh ben c'est marrant, vous êtes plusieurs à me poser cette question. Ah non, c'est la même personne qui a posé plusieurs fois la même question. Là-bas, Game 42, même sur le Canon 1000D. Oui. Il y a, pardon, 100D. Oui, sur le Canon 100D. Oui, il n'y a pas de souci. La monture du bois de l'optique est la même. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Alors, comment entretenir sa batterie au mieux? Super question et super intéressante. Aujourd'hui, les chargeurs qu'on nous vend, avec les boîtiers, je suis désolé de vous dire qu'ils sont juste de très mauvaise qualité parce qu'ils ne respectent pas le liquide qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est très bien, hein, c'est très pratique, vous les branchez au mur, ça charge, il n'y a pas de souci. Moi aujourd'hui, comment j'entretiens mes batteries? Je les charge avec un chargeur de modélisme. Alors, je suis un, j'adore le modélisme aérien. Donc je pilote des drones et je me sers du chargeur de mon drone, enfin du chargeur de modélisme pour entretenir ma batterie de réflexe. Parce que lui au moins, je peux lui demander de charger, décharger plusieurs fois. Donc il n'y a pas d'effet ce qu'on appelle mémoire, bien qu'il va y avoir des puristes qui me disent que ça n'existe pas, pour moi je suis persuadé que ça existe encore. Donc voilà, pour entretenir ma batterie, j'utilise un chargeur de modélisme. Euh, Alors, on va passer, je suis désolé, je ne peux pas répondre à toutes les questions, on va passer à la suite. Qui sont les trois erreurs que régulièrement je vois qu'on fait pour les vidéastes. Alors, c'est pas des erreurs très graves, c'est juste que ça peut un peu vous pénaliser dans le temps. Première erreur, c'est le cadrage. On parle souvent de l'effet Schtroumpf, mais l'effet Schtroumpf, c'est d'être au centre avec plein de belles images. Concrètement, le cadrage, qu'est-ce que la composition en vidéo? Comment je compose une vidéo? Il y a du mouvement, ça bouge tout le temps. Pourquoi lui il bouge? Pourquoi mon sujet il bouge? Pourquoi mon bateau il bouge? Concrètement, comment je compose ma vidéo? Et quelle est la différence entre un bon et un mauvais cadrage? Qu'est-ce qui fait que c'est un bon truc qui marche et un mauvais cadrage? On va essayer de voir ça ce soir. Alors, qu'est-ce qu'un mauvais cadrage? La composition en vidéo, et ça en peinture, en photographie, en dessin, c'est toujours la même règle, donc profitez-en, une formation pour le prix de 3. Ce qui est important en vidéo, c'est ce qui est présent ou absent dans le cadre. Et encore plus en vidéo, parce que vous allez voir que ce qui est absent dans le cadre quand vous commencez à filmer, étrangement, il va se mettre à passer devant le cadre. Un exemple très bête, et ça je prends un exemple personnel, mon fils, quand je filme, qui s'amuse, je ne sais pas pourquoi, à courir devant la caméra. Deuxième exemple, un chien. Vous êtes en train de filmer,
pour le coup, c'était un paysage que je filmais, enfin c'était une macro que je filmais. Et mon chien a décidé de venir sniffer la fleur que j'avais devant moi. Donc il a un écrasé la fleur et deux il a mis sa grosse truffe sur l'objectif. Donc voilà, en vidéo, largement plus qu'en dessin ou en photographie, ce qui est absent, c'est aussi important que ce que vous avez mis dans le cadre. La perspective et la disposition spatiale des objets dans une vidéo. Est-ce que je suis loin, proche? Est-ce que l'objet est à droite, à gauche? C'est extrêmement important. Et un objet peut se déplacer. Une voiture, ça se déplace. Ensuite, on va parler de la profondeur de champ. Alors ça, la profondeur de champ, c'est un effet artistique, c'est un effet de création. C'est une des armes et un des outils que vous avez pour réaliser de magnifiques vidéos. Le contraste, c'est ce qui va donner de la profondeur à la vidéo. C'est ce qui va donner de la couleur, c'est ce qui va faire que vous allez accentuer quelque chose plus qu'un autre. Et ensuite, les lignes directives. Et ça, on en parle juste après, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et en vidéo, et je insiste là-dessus, c'est extrêmement important de respecter certaines règles. La règle des tiers, par exemple. Ça, c'est quelque chose de super important. Toutes les règles que je vais vous donner ce soir, quand vous aurez pris de l'expérience en vidéo, vous pourrez les oublier et vous éclater à faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on va essayer quand même de respecter les règles des tiers. La règle des tiers, c'est quelque chose qui marche en permanence. Concrètement, vous prenez là, si vous êtes sur un écran d'ordinateur, vous avez un cadre, c'est les bords de votre écran, et ça va être 9 parties égales. Vous faites un morpion sur votre écran, à l'aide de 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Les éléments importants de votre composition doivent être placés le long de ces lignes. D'accord? C'est-à-dire que si vous filmez un bâtiment, il ne doit pas être au milieu, il doit être sur un des côtés. D'accord? Et il doit être, si vous par exemple vous faites un portrait ou je sais pas, si vous faites du podcast par exemple, ou vous avez une chaîne YouTube et que vous vous filmez, eh ben, il faut que vos yeux soient au niveau des points d'intersection de ces lignes. C'est ce qu'on appelle les fameux points de force. Alors, il y a 3 noms, point de force, point d'or, point de fuite, je crois aussi. Donc voilà, moi je les appelle les points de force. Et je vais vous montrer ça par une petite animation en dessous. Donc, c'est ce que je vous disais, 2 lignes horizontales. Est-ce que j'ai ma souris? Oui. 2 lignes horizontales. Non, ça c'est les verticales. Donc 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. Et on se retrouve avec un joli morpion, on peut faire des ronds, des triangles. Et donc voilà, vous avez vos 9 petits carrés totalement égaux. Et à ces intersections, hop, 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 et hop, vous avez 4 petits points qui sont les points de force. Donc c'est les intersections de ces fameuses lignes. Et si vous avez un sujet, par exemple, où vous souhaitez faire un portrait, et ben vous allez mettre votre personnage ici. Si vous avez un building, par exemple, et ben vous allez mettre tout le long de cette ligne. Alors, faut pas être parano, c'est pas parce que vous êtes placé ici que ça va changer la face du monde. Ce qui compte, c'est que vous soyez plus ou moins, me soit disparu, sur cette ligne-là. Si vous êtes là, par exemple, là on est complètement en dehors et on ne fait pas l'effet escompté. Néanmoins, si ça arrive ici, vous avez tout bon, votre image va marcher. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, ça va être les mouvements de caméra, et ça, eh ben, on n'est pas en vidéo, on n'est pas en photo ni en peinture. Une caméra, ça doit bouger. Et pour cela, bah, aujourd'hui, moi j'ai une petite question à vous poser. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez me répondre. Quelles difficultés aujourd'hui, quand vous faites une vidéo, vous rencontrez pour réaliser un mouvement de caméra? Est-ce que vous avez du mal à vous déplacer? Est-ce que vous avez du mal à faire un peu ce qu'on appelle l'effet de travelling? Est-ce que vous avez, j'en vois souvent là, à bout de bras parce que ils souhaitent filmer, bah, il y a plein de touristes devant et puis ils souhaitent passer au-dessus de tout le monde donc ils tendent à bout de bras. Aujourd'hui, quelles sont vos difficultés à vous euh, pour réaliser un mouvement de caméra? On va pas prendre 3 heures. Euh, je vous laisse une petite minute pour me répondre et du coup je vais boire un petit verre d'eau et, euh, et voilà. Dites-moi quel mouvement de caméra, là il y en a déjà qui tournent, marcher avec la caméra, c'est très difficile. Ouais, on peut en parler 2 petites secondes là, juste après. Alors, stabilité de l'image quand on marche, ça c'est ouais, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait.
Avoir le plus de fluidité possible, oui, la stabilité, oui, évidemment, le travelling. Ok, donc beaucoup de comment on stabilise. Et ben pour stabiliser, il n'y a pas mieux que le poids. Alors, on en parle juste après dans les accessoires pour vous aider à tout ça, mais je savais bien que vous allez me poser cette question-là, on me la pose souvent. Donc juste après, je vous montre deux trois accessoires pour stabiliser un peu tout ça. Alors, ouais, donc c'est ça, bouger en fluidité, d'accord. Il y en a carrément qui me disent qu'ils utilisent carrément le trépied, ouais. Maintenir l'horizontalité, effectivement. Alors maintenir l'horizontalité, si je peux vous donner un conseil là, je sais qu'on va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Activez si vous pouvez maintenant, alors c'est caché en plus ce fonctionnement-là. Activez le niveau sur vos boîtiers. Et sinon, ce que beaucoup utilisent maintenant, c'est qu'il y a des niveaux à bulles à 1 euro qui se mettent sur le flash. Et ce que je vous préconise, c'est que si vous voulez pas l'avoir en permanence sur le boîtier, vous mettez juste un petit peu de velcro sur le niveau à bulles et vous mettez du velcro sur le boîtier, vous mettez votre niveau à bulles sur le boîtier et euh, vous avez le niveau. Et ça marche aussi bien si vous avez un compact, pour le coup, ou si vous avez une caméra. Vous mettez un petit niveau à bulles, ça vaut vraiment 1 euro, ça vaut rien du tout. Un petit peu de velcro de chaque côté, ça c'est l'astuce que je vous donne. Ça, vous l'avez pas en permanence sur vous. Et vous pouvez reproduire un niveau et une horizontalité nickel. Donc voilà. Le zoom sans à-coup, ouais, alors. C'est bien, vous avez pas mal d'accessoires, vous avez pas mal de questions sur comment on stabilise et avec quel accessoire. Quand on est en safari dans une voiture, on fait quoi? Eh ben, il y a une technique pour ça. Je vous la donne juste après. Alors, je vous laisse un peu saliver. Il y a une technique pour stabiliser et pour être totalement indépendant de l'endroit où vous êtes. Ça peut être un bateau, une voiture, une moto. Vous êtes plus lié à l'engin qui vous transporte. Euh, ouais, le glide cam, on en parle après. Bon, allez, je passe à la suite. Euh, alors, donc voilà, bon, merci pour vos réponses et c'est extrêmement instructif pour moi et puis du coup, ça me permet d'essayer de vous répondre au maximum là-dessus. Et ben effectivement, la fluidité, on l'a vu, comment avoir des mouvements fluides, sans à-coups, sans tremblement. Et ben ça, j'ai la mauvaise nouvelle, c'est que c'est le corps humain qui est pas conçu pour filmer. Je suis désolé de vous le dire. La netteté, donc ça, c'est tout ce qui va se rapporter au zoom, à l'AF, à l'autofocus, quand on zoome avec une caméra, comment on fait pour récupérer un point d'AF correct. Euh, donc voilà, tout ça, tout ça, c'est des problèmes que vous avez aujourd'hui. Et ben pour la fluidité, ce qu'on peut utiliser, ça va être, je cherche mes mots là. Euh, Ça va être soit de zoomer doucement, c'est-à-dire que si vous avez une optique récente, normalement elle est extrêmement douce quand vous zoomez. Donc, en vidéo, on fait attention à ça. Après, il y a des accessoires qui vont vous aider en vidéo. Euh, pour les caméras aussi bien professionnelles, très grand mot, que les petites caméras, on peut avoir des accessoires comme le follow focus qui vous permettent de vous tourner une manivelle à la main et automatiquement vous zoomez tout doucement. D'accord. Euh, Ça, c'est des accessoires qui peuvent vous aider dans votre vie de vidéaste en fait. Euh, Ensuite, pour la fluidité, on va aussi utiliser une tête fluide pour doucement se déplacer, une tête de trépied. Ceux qui font de la photo ici ce soir, un trépied, c'est super, c'est génial. Vous avez une magnifique tête, je suppose peut-être panoramique ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que c'est les roulements qui sont dedans. Bah, une photo, je fais beaucoup de photos, mais par rapport à la vidéo, c'est pas comparable. Une tête, on la verrouille, on visse les trois trucs, on met le plateau dessus, on fait la photo, c'est stable, il n'y a pas de sujet. La vidéo, quand vous mettez un coup dans le trépied, ça se voit. Quand il y a du vent, ça se voit. Le crochet sous les trépieds servent pas à rien, hein. Pour moi, ils servent vachement en vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Enfin, la fluidité, c'est important et c'est ça qui fait que vous n'allez pas avoir de soucis. Et le corps humain, alors, dans les vidéos de formation que je fais, j'explique pourquoi le corps humain n'est pas conçu pour filmer. C'est-à-dire que je prends un exemple, vous avez une caméra, vous vous contractez en fait. Je fais le geste en même temps. Vous vous contractez sur la caméra.
Apprenez à vous détendre un peu, ceux qui sont sportifs. Euh, Vous savez qu'il faut se détendre pour que le muscle soit pas crispé. Bah voilà, c'est pareil en caméra. Quand vous filmez, détendez-vous, lâchez un peu les épaules. Prenez un mur par exemple. Moi, je me sers souvent du mobilier urbain pour me stabiliser et ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous stabiliser comme ça et détendez-vous quand vous faites des vidéos si vous n'avez pas de matériel de stabilisation. Et puis bah, la netteté, ça va être pour moi le follow focus qui va, qui va vous aider pour être net et de façon jolie. Vous ne passerez pas de flou à net. Vous ferez doucement arriver le net et vous ferez doucement apparaître le flou. Donc voilà. Deuxième erreur qu'on voit souvent sur les vidéos YouTube et sur les vidéos de famille quand tout le monde revient de voyage, c'est le trop de zoom, dézoom, tu le zoom. Voilà. C'est un effet que je ne peux plus voir et c'est un effet qu'il faut que vous allez apprendre à tuer. Euh, c'est les mouvements de caméra doivent être fluides. Ça, on en a parlé longuement tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, mais soyez fluide. Il y a des accessoires pour vous aider, il y a des trucs et astuces, des tips and tricks qui peuvent vous aider. Donc voilà, ça on en a parlé tout à l'heure. Les effets comme le zoom ou le dézoom, ça doit devenir artistique. C'est pas pour compenser le fait que bah, soit vous n'ayez pas envie de vous déplacer et de vous rapprocher du sujet, euh, soit parce que vous êtes trop loin de votre sujet et que mécaniquement vous ne pouvez pas vous en rapprocher. Donc le zoom et le dézoom doivent être utilisés avec parcimonie. Vous êtes en train de filmer par exemple, je sais pas, un enfant, un de vos enfants ou une amie ou un ami en voyage ou en balade. S'il est à 15 mètres de vous et que vous avez lancé la vidéo et vous mettez un grand coup de zoom vers lui, bah c'est pas super joli. Normalement, vous n'allez pas vraiment le retenir au montage et vous allez peut-être perdre votre rush. Du coup, voilà, le zoom, ça doit être un effet artistique. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Si on fait un peu de photo de nature, on prend par exemple une coccinelle, ça bouge pas trop ça. On peut zoomer dessus tout doucement pour se rapprocher de plus en plus d'elle et avoir un effet vraiment là. euh, quand je fais une vidéo mode macro, je zoome très loin, c'est que je fais de la proxy vidéo et petit à petit je vais zoomer hop, tout doucement, je vais me rapprocher de mon sujet et du coup je l'ai dans son environnement à lui et petit à petit je me rapproche de mon sujet et je m'amuse à vraiment, bah, du coup je change plus ou moins d'optique aussi à ce moment-là et je passe en macro et du coup je me rapproche vraiment de ma coccinelle et ben je l'ai dans différents moments, c'est-à-dire très loin, et je me rapproche pour la remettre dans son milieu et tout simplement l'espionner et voir ce qu'elle fait. Donc voilà, un zoom ça doit être artistique et c'est pas un moyen de se rapprocher d'un sujet violemment. Euh, vous pouvez vous rapprocher de votre sujet mais doucement. Voilà, c'est tout. Un zoom ça doit être justifié, c'est-à-dire que bah, si votre sujet, donc si je reprends l'exemple de la personne qui se balade en forêt tout à l'heure, bah, si ça vous coûte rien de vous rapprocher, rapprochez-vous-en. Ça sert à rien de zoomer violemment pour après, parce qu'en plus en général quand vous zoomez, vous vous rapprochez de votre sujet, donc vous vous rapprochez, vous dézoomez, c'est juste inexploitable comme vidéo ça après, hein. Donc voilà, justifiez bien l'utilisation du zoom et réfléchissez-y avant de commencer à zoomer. Et fluidescence à coup, et ça il y a des accessoires qui sont là pour ça. Ceux qui utilisent euh, des objectifs récents, il n'y a aucune raison d'être violent, les bacs sont assez souples. Même les très vieilles optiques, comme un 300 qu'on parlait tout à l'heure, il y a rarement des points durs si le matériel est resté, comme je vous le disais, dans un petit sac, protégé, sans risque. Il faut pas, il faut pas s'inquiéter, en général c'est fluide. Et puis bah, s'il y a un à-coup, bah, on passe l'à-coup et on reprendra la vidéo à ce moment-là. Ça, c'était pour le trop zoom des zooms. Et surtout que tu le zoomes. Troisième erreur, c'est l'absence de stabilisation. Et là, vous avez été nombreux à me parler du steady, du glide, cam, euh, du trépied. Donc voilà, en vidéo, il faut stabiliser l'image. Notre corps humain, je le redis, n'est pas conçu pour absorber les chocs qu'on peut lui donner quand on se balade. J'en ai vu tout à l'heure qui me disait, mais quand je me balade, ça saute. C'est garanti. C'est que
le corps humain renvoie tout, enfin, faut que l'inertie sorte. Donc, va sortir par le dernier point de contact, donc c'est l'optique de votre boîtier. Donc voilà. Même si votre main est très sûre quand vous prenez une photo, vous êtes réputé pour être très stable, vous êtes capable vous êtes réputé pour être très stable, vous n'avez pas de soucis pour prendre des photos. Maintenant, quand on fait une vidéo avec une caméra ou un smartphone, sur le smartphone, ça se voit beaucoup quand même ça, l'absence de stabilisation. Pour des séquences en vidéo au piqué parfait, donc pour exploiter au mieux l'optique de votre caméra aujourd'hui on a des smartphones là qui ont des optiques pour certains qui sont encore mieux que des compacts. Euh, voilà. Pour un piqué parfait, vous devez stabiliser votre caméra. Et pour ça, vous avez pléthore d'accessoires qui soient mécaniques, qui soient... je vais vous donner un truc et astuce que j'avais pas mis dans les slides, mais voilà, il y a plein d'accessoires pour vous aider à stabiliser votre caméra. Le premier, c'est le trépied. Je précise un trépied, et on va poser la question, je préfère que tout le monde soit au même niveau. Un trépied, c'est un pied à 3 pieds. Donc, il y a 3 pieds qui s'écartent, et c'est lui qui va vous amener de la stabilité. Quand celui à un seul pied, ça s'appelle un monopode. Et en vidéo, on va utiliser une tête fluide plutôt qu'une tête d'appareil photo, par exemple. Pourquoi? Parce que la tête fluide, elle va vous accompagner, je ne sais pas si vous en avez déjà eu en main, elle va vous aider à accompagner votre caméra ou en tout cas votre dispositif pour filmer sans à-coups. C'est-à-dire que vous aurez beau forcer sur le manche, c'est pour ça qu'elles ont un manche, hein, ces trépieds, ces têtes, c'est pas parce que vous forcerez à aller plus vite, alors votre image ira plus vite, c'est pas la question, mais les roulements qui sont dedans vont vous empêcher de donner des à-coups. Ils vont absorber l'impact que vous donnez et du coup vous allez pouvoir tranquillement soit tourner, soit monter et descendre. C'est ce qu'on va appeler un travelling panoramique ou un travelling vertical. Donc ça, c'est deux petits accessoires qui sont extrêmement importants. Ensuite, on a vu il y a quelques années l'apparition des GorillaPod. Alors, les GorillaPod, ceux qui sont fans de GoPro les connaissent. Pour les autres, c'est des petits accessoires qui vont vous permettre de mettre votre caméra dans des conditions un peu biscornues. C'est-à-dire vous allez pouvoir l'accrocher à un poteau, vous allez pouvoir l'accrocher à un arbre par exemple. Voilà, vous allez pouvoir un peu l'accrocher n'importe où. C'est quelque chose qui se plie, on met son matériel dessus et on va pouvoir le mettre dans des situations un peu inconfortables. Je ne suis pas responsable de si votre matériel tombe. Autant pour les caméras numériques dont je parle, c'est-à-dire je ne parle pas de caméras numériques de professionnels, parce que c'est pas l'objectif et c'est pas comme ça que je fonctionne. Maintenant, une petite caméra à 250-450 euros, et bah elle va pouvoir être posée dessus parce qu'elle est extrêmement légère. Contrairement à ceux qui utilisent un réflexe, et bah le réflexe il est très lourd. Je ne suis pas partisan de mettre 6 kilos là-dessus. Je ne suis pas la marque. Il y a des GorillaPod qui peuvent les contenir. Perso, j'ai pas envie d'essayer, surtout quand on voit que certains produits, malheureusement, et ça pour le coup, n'achetez pas du no-name, il y a des faux GorillaPod qui traînent sur internet, n'achetez pas ça sur eBay, ou en tout cas pas sur les boutiques un peu bizarres, parce que c'est des faux GorillaPod, et quand vous mettez votre matériel dessus, ça casse, clairement. Ensuite, troisième accessoire, ça va être le fameux Steadicam. Et ça, le Steadicam, pour en revenir à la petite question de tout à l'heure en voiture, en safari, c'est le steady qui va vous permettre de ne pas avoir de mouvement ou d'impact violente euh, sur votre caméra. Le Steadicam, à la base, ça s'appelle un flycam. D'accord? Fly pour vol, cam pour caméra. En gros, ça fait voler votre caméra au-dessus de vous. C'est ce truc-là, c'est cet accessoire-là. Il y en a à tous les prix. Je ne suis pas partisan non plus de mettre 10 000 euros dans un accessoire comme ça, mais j'en parle dans la, bref, dans la formation. Le Steady, c'est un accessoire ultime et aujourd'hui, si en plus du trépied, c'est l'accessoire que moi j'utilise très régulièrement parce que ça me permet de faire des trucs sympas pour un prix raisonnable et deux, eh ben, ça me permet de justement, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, quand je suis en tournage dans une situation très inconfortable, donc ça peut être un bateau, ça peut être une voiture, ça peut être une moto, ça me permet tout simplement de ne pas avoir d'impact et de mouvement parasite dessus. Il va absorber les coups et en plus il est
il fonctionne sur roulement, donc c'est lui qui va vous permettre de reproduire les mouvements que vous voulez faire avec votre corps sans avoir l'inconvénient de la mécanique des muscles en fait. Quatrième accessoire, c'est le harnais. Nos amis GoProistes vont se reconnaître, on a des harnais pour GoPro, et ça c'est ce que j'utilise quand par exemple j'ai pas vraiment envie de sortir mon matériel, quand je fais, je fais un reportage dans des situations un peu inconfortables. S'il y en a certains d'entre vous qui sont inscrits à une course qui s'appelle The Mud Day, c'est typiquement le harnais et une GoPro que j'ai utilisé pour cet événement-là. C'est qu'on est dans la boue, dans l'eau, il fait très froid. Le harnais est un bon moyen d'avoir mon matériel vidéo avec moi et de façon pratique. Voilà, c'est aussi ce qu'on peut utiliser au ski de façon simple. Voilà, ça c'était les quatre accessoires qui marchent en vidéo, il n'y a pas de souci. Bah, déjà, je vous remercie pour ceux qui me remercient. Ça fait toujours plaisir. J'ai... C'est un peu l'idée du truc, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir se retrouver et à parler de... Alors ce soir, il n'y a que moi qui parle, mais ça pourra peut-être changer dans le temps. Mais en tout cas, merci d'être là ce soir et d'être encore nombreux à m'écouter et à profiter de la session questions-réponses.